Je m'appelle Philippe, je travaille chez Hewlett-Packard Enterprise. On fait de l'intelligence artificielle from the edge to the cloud. Je suis aussi, à mes temps perdus, président de France Angels, qui est une fédération de 60 associations en France qui investit dans les startups, digital ou pas digital, tous les segments. On a investi l'année passée 98 millions dans 500 startups. Et ça fait 2 semaines, donc j'apprends mon boulot. Mais je suis aussi président de Grenoble Angels, association qui fait partie de cette fédération. On est 126 membres. On a investi dans des startups du 38. C'est juste à côté. Ne soyez pas trop exigeants sur moi, parce que je ne viens pas du 38, je suis belge. Donc je ne connais pas tout sur le territoire. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on va parler d'un sujet qui me passionne et comment le digital peut aider à décarboner. Ça me passionne parce que ça touche mes enfants, ça me touche moi, ça me touche nous tous et ce que vous faites. Donc Paola et Stéphanie, que je connais bien, pour ce qu'elles ont fait dans le passé et pour l'organisation du Mix, m'ont demandé d'animer cette table ronde et je le fais avec grand plaisir pour vous permettre de recevoir des messages et aussi surtout de peut-être en passer et d'interagir. Donc on va avoir une interaction pendant une demi-heure et puis à la fin, sur 10 minutes, des questions-réponses. Et quand je dis questions-réponses, il y a question. Et pas, voilà, je pense que... Parce que ça, vous pourrez le faire à tout moment, mais surtout poser les questions. Parce que je voudrais que ce soit ces messages qui soient importants. Et je vais vous dire pourquoi. Mon avis ne compte pas. Et il n'y en aura pas. Par contre, je vais essayer d'être ni clown, je le suis déjà, ni trop engagé et ni trop lent dans ma présentation. Donc je vais faire juste 30 secondes d'introduction. Non pas sur moi, parce que je vous ai dit que j'étais belge, que j'avais 2 enfants, que je vivais en Belgique, non, en France, à Grenoble, et que j'avais vécu en Australie et en Angleterre, et que je suis passionné par le digital et la transformation, parce que je suis ingénieur chimiste, et que je veux apprendre tout sur les molécules, en travaillant chez Hewlett-Packard Enterprise. Donc, mon mot d'introduction, les avancées technologiques autour de la donnée, vous l'avez tous vu sur le site de Mix, de la modélisation et des jumeaux numériques permettent de mieux comprendre, simuler et optimiser les processus industriels, énergétiques et environnementaux. Visualisation d'interactions, complexe entre les systèmes, identification des levées d'action les plus efficaces et anticipation des impacts en matière de décarbonation. Le point sur ces technologies que vous maîtrisez tous, pour l'une ou pour l'autre, ou pour la coordination de chacune, eh bien on va essayer d'en parler pour le mettre au service de la décarbonation. Et pour ça, je suis heureux d'être accompagné par 4 personnes qui sont des représentants du monde de la recherche et du développement, recherche appliquée, du CEA, Cédric Paulus, qui travaille au LETI, ainsi que 2 personnes représentant de l'entreprise. J'ai dit CEA ? Ah, excusez-moi, c'est le voisin. Merci Céline pour avoir corrigé. Le LITEN, je travaille beaucoup avec le LETI. Cédric Paulus du LITEN, Yann Bourgault qui représente Wavestone, également Cédric Moureau, CEO de My Digital Building, start-up accompagnée qui fait de la transformation digitale auprès de ses clients. Quand je dis accompagné, par France Angels. Et Shakir qui nous vient d'Allemagne et qui représente aujourd'hui Ocotec. Donc on va avoir simplement une petite présentation de chacun et je vais vous le demander de vous présenter en 2 minutes votre société, ce qu'elle propose et ce que vous faites dans cette société. Et ensuite, on va échanger sur les limites, les opportunités et vos messages clés sur comment la donnée, l'organisation de la donnée, la gouvernance ou l'interopérabilité de la donnée permet pour vous et vos clients d'optimiser la décarbonisation en 2030, 2040, 2050 ou 2026. Ça vous va ? Cédric, du LITEN. C'est bon, ça marche. Merci pour cette introduction. Donc, bonjour, moi je m'appelle Cédric Paulus, donc je travaille effectivement au CEVA. Donc le CEVA, c'est un grand centre de recherche. On a à peu près 20 000 personnes en France. On travaille dans différentes activités sur la recherche technologique, sur les énergies, sur la recherche fondamentale, sur les applications militaires également. Et donc moi, je suis plutôt partie d'un institut, donc le LITEN, qui travaille sur tout ce qui est nouvelles technologies de l'énergie, où on a des activités autour de tout ce qui est mobilité, nanomatériaux, photovoltaïque, électricité, et des technologies thermiques, hydrogène et de conversion qui sont mon département.
Et donc moi, au sein de ce département, je m'occupe d'un service qui travaille sur tout ce qui est système énergétique pour les territoires et l'industrie. Et donc nous, nos activités sont apporter de l'innovation, développer des solutions technologiques tant hard que soft pour aider les industriels à décarboner leur système. Et nous, notre objectif, c'est effectivement de faire de l'innovation pour transférer à nos partenaires industriels. Merci. Yann Bougot, donc bonjour à tous. Moi, je suis associé de partner chez Wavestone et expert en data et IA. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Wavestone, c'est un cabinet de conseil en transformation. 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et presque 6000 collaborateurs. Cabinet créé il y a une trentaine d'années en France, aujourd'hui avec une empreinte mondiale. On fait pas de stratégie, on n'est ni une ESN, mais on accompagne nos clients dans leurs programmes de transformation digitaux le plus souvent et ambitieux toujours. Sur le sujet de la décarbonation, on est volontariste particulièrement depuis 2018-2019 avec une offre du cabinet qui est dédiée désormais à ce sujet-là pour qu'on puisse accompagner nos clients sur cette thématique qui devient de plus en plus prégnante. Et sur les sujets de data IA, ça fait des décennies désormais qu'on intervient sur ces sujets. On a plus de 500 consultants qui interviennent sur ces sujets-là. Et voilà. Et aujourd'hui, notre discussion va justement porter sur la croisée de ces deux thématiques. Merci Yann. Émeric ? Donc Émeric Moreau, je suis cofondateur avec Nicolas qui est devant de My Digital Buildings, donc une start-up d'une 50aine de personnes aujourd'hui. On se déploie dans plusieurs pays, notamment en Espagne. Et notre activité, c'est de digitaliser les bâtiments existants, donc le patrimoine bâti de nos clients. On produit soit des formes visites virtuelles, soit des formes maquettes ou plans, plus classiques en tout cas. Mais en tout cas, ces maquettes numériques permettent d'adresser plusieurs usages, qui sont des usages typiquement de travaux, ou en tout cas pour les plus matures et les plus classiques. Mais ça va aussi sur la connaissance du patrimoine bâti, sa gestion, son exploitation, sa maintenance. Et on travaille en collaboration avec un certain nombre de plateformes, ou en tout cas d'outils et de solutions logicielles. Je parle par exemple de Delmia chez Dassault Systèmes, qui, pour pouvoir opérer en tout cas dans cette solution, quand je veux piloter une usine avec toutes les fonctions possibles dans Delmia, mais nous on vient ajouter la maquette numérique, on vient ajouter ce qu'on appelle la donnée spatiale. Et on traite de beaucoup de sujets, directement ou indirectement, en tout cas en fournissant de la donnée, des sujets de décarbonation, que ce soit dans la réhabilitation énergétique. Beaucoup de nos clients nous sollicitent en amont pour des phases de réhabilitation. Mais ça peut être aussi, rien que dans le fait de disposer de cette matière, ce jumeau numérique qui est accessible de partout dans les organisations sans forcément que les gens se déplacent, il y a un gain en tout cas qu'on gagne sur les transports en accédant à cette donnée sans forcément se déplacer. Merci Émeric. Shakir, vous êtes Global Account Manager chez Ocotech. Merci. M'entendez ? Très bien. Très bien. Donc, Shakir Moulin, donc je suis Global Account Manager chez la société Ocotech. Alors, qui est Ocotech ? On est une vieille start-up. On existe depuis 1985, né dans le bassin d'Hanovre. Et on développe aujourd'hui des solutions numériques pour digitaliser l'ingénierie. Et effectivement, aujourd'hui, quand on parle d'ingénierie, on est parti du simple constat qu'il y avait quand même pas mal d'enjeux de numérisation parce que il y a énormément de données techniques pour construire, on va dire, une usine, une centrale, des machines. Et toute cette prolifération de data, en fait, se retrouve disconnectée. Et donc, ce que l'on a fait depuis 1985, c'est de passer du simple format papier à une dimension data, donc gestion de la data. Aujourd'hui, on gère toute la data technique pour que vous puissiez, au niveau des organisations, pouvoir bâtir et construire des jumeaux numériques fiables. Et donc, du coup, ce on s'est rendu compte aujourd'hui, c'est que la majorité des projets de décarbonation a un double défi, un double enjeu, c'est de moderniser le réseau au plus vite, mais quand on n'a pas la data... Ah, vous êtes sur la conclusion, là ?
Non, pas particulièrement. D'accord. Voilà. Donc oui. En gros, ce qu'on essaie de faire, c'est de synchroniser, si vous voulez, le savoir-faire de chaque entreprise avec une dominante ingénierie. Donc là, on prend toute la data technique et on la gère et on sait la gérer. Voilà. Merci beaucoup, Shakir. Bon, je vous ai dit qu'on allait commencer par la genèse et en partant de la recherche et puis aller de plus en plus vers le use case et puis les limites également de ce qu'on peut apporter. Donc je vais commencer par vous, Cédric, avec une première question. Vous avez parlé de transfert technologique, que vos clients sont des entreprises et de recherche et développement appliqué. Dites-nous comment ça se passe au LITEN. Il y a plus de 16 000 personnes au CEA. Moi-même, je me suis trompé en parlant du LETI qui est juste à côté. Donc expliquez-nous, démystifiez-nous ça veut dire quoi? Et vous m'avez dit, quand on s'est parlé il y a une semaine ou deux, qu'en fait la data est essentielle pour la décarbonation, et je suis d'accord, mais pourquoi vous avez dit ça dans l'aspect de transfert de technologie, et où est-ce que vous intervenez avec les entreprises que vous aidez? Donc effectivement, nous, les entreprises, elles vont venir nous voir dès qu'elles ont un problème technologique à résoudre, sur lequel nous, on va pouvoir apporter une solution. Et dans ce cas-là, en fait, on va pouvoir travailler avec eux sur développer la solution. Et développer la solution, ça va être quoi? Ça va être les aider à mettre en œuvre finalement des modèles pour pouvoir concevoir le système. Et derrière, c'est le réaliser. Alors c'est quoi un système? Parce que pour moi, c'est un serveur dans un data center. Alors là, effectivement, système, moi je suis plutôt sur le système énergétique, donc qui va permettre de produire soit du chaud, soit du froid, soit de l'électricité, soit une molécule data qui peut être de l'hydrogène ou autre, qui va permettre d'alimenter derrière finalement une usine, un territoire ou autre. Et donc nous, on va être vraiment pour aider des partenaires en développant ces solutions énergétiques qui vont permettre d'alimenter derrière l'industrie en vue de réduire son empreinte carbone, d'avoir des coûts les plus faibles possibles. Et donc pour nous, après, derrière, donc il va y avoir des enjeux là-dessus autour de deux sujets. Je dirais, c'est quel va être le meilleur système à mettre en œuvre, donc comment le concevoir, et derrière, une fois qu'il existe, et comment on l'opère. Et donc dans ces deux cas-là, finalement, on a besoin de jumeaux numériques, donc de simulateurs, mais également de data. Et quand vous allez l'opérer, donc c'est en mode laboratoire, proof of concept, c'est en mode quoi? À quel dimensionnement, à quel scaling? Alors je dirais que là, il y a deux sujets. Nous, on va réaliser des essais dans un premier temps à des niveaux de maturité plus basses, donc d'échelle de TRL plus basse, à l'échelle du laboratoire pour développer les preuves de concept, montrer que ça marche. Donc là, on va les opérer, on va faire de l'expérimentation, recueillir de la data. Cette data nous permet derrière de valider des modèles, et avec les modèles, on va pouvoir permettre d'extrapoler derrière des choses pour éviter de faire de l'expérimental qui est quand même plus coûteux dès qu'on cherche à aller à plus grande échelle. Et puis après, derrière, quand on dit opérer plutôt des grands systèmes, donc là, nous, on va chercher à développer les solutions, donc là, plutôt numériques, d'optimisation, d'aide au pilotage, qu'on va transférer à des partenaires industriels qui, eux, vont les mettre en œuvre derrière sur des systèmes qui peuvent être des réseaux de chaleur, sur des systèmes qui peuvent être de l'opérateur du réseau de transport de gaz qui va permettre de comment mieux gérer son réseau de gaz, et on va leur transférer les algorithmes derrière qui permettent de mieux opérer ça. Donc, vous avez bien dit des industriels et pas des structures qui vont conseiller ou qui vont accompagner cette transformation en cours. Donc quand vous parlez d'industrie, vous parlez d'EDF, de GEG, de... Voilà, Enedis. après d'Enedis, de développeurs de fabricants, par exemple, de pompes à chaleur, de systèmes de stockage, et on va vraiment les aider. Après, il y a également, dans certains cas, où on a des solutions technologiques qui sont un peu plus en rupture. S'il y a pas, c'est quoi la rupture? La rupture, c'est des solutions qui ne sont pas encore... Parce que je connais le cadre fiscal de ce qu'est une société start-up de rupture, c'est-à-dire le pourcentage de recherche et développement dépensé par la start-up, mais par contre, dans votre terme, je ne le connais pas. Donc effectivement, technologies de rupture, c'est des technologies qui ne sont pas encore existantes sur le marché, qui commencent à arriver, elles ne sont pas encore connues. Et donc des fois, il n'y a pas d'entreprise qui existe sur ces domaines-là. Et donc dans ce cas-là, on va finalement faire sortir du laboratoire ces technologies par la création de start-up dans lequel le CEA peut réaliser également un accompagnement pour faire émerger des start-up qui derrière, après, vivent leur vie. Émeric, vous sortez du CEA? Non, mais je vais peut-être y rentrer. Ah, par la grande porte alors. Bien, donc aussi le CEA permet de faire en sorte que des gens qui ont travaillé sur cet aspect avancé en amont dans la recherche finalement portent un projet
par la suite au travers de l'entrepreneuriat des personnes qui ont travaillé en amont. C'est ça que vous dites ? Voilà, tout à fait. Un exemple qui a pu sortir du laboratoire il y a quelques temps. On a travaillé pendant de nombreuses années, notamment sur réaliser... C'est le programme Magellan. Là, c'est le programme Magellan, effectivement. Okay. Et du coup, on a pu travailler sur des systèmes de réseau de chaleur. On a travaillé sur comment on optimise la conception et le pilotage des réseaux de chaleur. Et pour ça, on a dû développer des jumeaux numériques qui permettent de récupérer de la donnée, de simuler tout ça derrière. Il n'y avait pas d'acteurs dans le domaine qui étaient déjà existants et qui étaient intéressés par finalement cette approche de rupture qui a été faite, qui était couplée, basée beaucoup autour de la modélisation thermo-hydraulique dont on avait la connaissance et la data. Et donc, du coup, on s'est dit, tiens, on va essayer de lancer ça, voir si ça marche. Et finalement, il y a des personnes issues du laboratoire qui sont associées avec une autre personne après par suite, qui ont suivi le programme Magellan du CEA. Et donc, la start-up, maintenant, existe depuis 2 ans et elle commercialise ces solutions qui sont issues de développement au début du laboratoire. Quand on s'est parlé, vous m'avez aussi parlé d'un cas très concret avec un client dans la cosmétique. Vous pouvez me dire ce que vous avez fait pour ce client dans la cosmétique ? Donc là, c'est un des exemples. On travaille aussi avec d'autres partenaires industriels dans le cadre de l'agroalimentaire. Et là, on va pouvoir travailler avec eux sur des études de scénarios de décarbonation, peut-être à horizon 2030, 2040, pour voir quelles solutions technologiques nouveaux, donc quel système énergétique, quels composants on va mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en termes de chaud, de froid, à quel niveau de température, d'eau peut-être également dans leur process, d'électricité. Et donc, on se rend compte qu'on a des systèmes complexes. Finalement, il y a plein de possibilités à mettre en œuvre pour récupérer les chaleurs fatales, pour valoriser de l'énergie renouvelable. Il y a de l'intermittence derrière de la demande, l'intermittence de la ressource énergétique. Et les systèmes sont de plus en plus complexes. Et donc, pour ça, on peut avoir plein de choix. Et quel choix faire ? Et donc, du coup, on a développé des solutions numériques qui permettent d'aider à ces choix. Là, vous savez que vous venez de me faire peur. Parce que je suis papa de jumeaux non numériques. Et qui tous les deux me disent, papa, c'est maintenant que ça doit changer et pas en 2040. Et vous venez de me dire que en 2030, 2040, peut-être potentiellement un système développé avec un certain modèle pourrait avoir des chances de fonctionner. C'est ça que vous venez de me dire ? Non, c'est qu'en gros, si on veut faire évoluer un système, même si demain on dit, tiens, on va passer d'une industrie qui utilisait en simplifié uniquement du fuel, et tiens, 1er juillet, elle passe tout en renouvelable, ça marche pas, il faut être concret. Okay. C'est-à-dire que derrière, il y a des trajectoires pour y arriver, il y a des technologies qui sont déjà matures, d'autres où elles vont avoir des niveaux de maturité peut-être dans 2, 3, 4 ans. En même temps, des investissements, ça se planifie, ça se remplace sur le long terme. Et donc, c'est là où il faut avoir finalement des stratégies en anticipant, en y allant petit à petit et en intégrant effectivement les contraintes du monde réel. On ne peut pas tout changer demain. J'adore ce que vous venez de dire dans le sens où vous avez mis le monde réel et la stratégie. Et vous venez de dire qu'on doit en avoir conscience au moment de la recherche appliquée. Ça, j'aime beaucoup comme message. Et je vais demander donc du coup à Yann ce qu'il en pense et comment dans un bureau comme Wavestone, on met en application ça sur le monde réel, sur une transformation. Vous avez parlé de trajectoire, moi je parle de chemin. Donc parlez-moi de ça si vous le voulez bien. Alors c'est vrai que nous on accompagne nos clients assez souvent sur des cas d'usage, assez concrets. Et je peux en citer 2 par exemple où finalement on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, sur le sujet de l'empreinte carbone, on a des mesures et des reportings qui sont en général assez agrégés au niveau haut des entreprises, on va dire plutôt à des fins réglementaires ou alors à des fins de ce qu'on doit aux actionnaires dans les trajectoires qu'on s'est données. En revanche, c'est hélas assez insuffisant pour équiper son manager intermédiaire, voire les opérationnels, pour être dans l'action et avoir les leviers au quotidien pour prendre les bonnes décisions et essayer de décarboner à leur niveau. Et il se trouve qu'on a chez Wavestone accompagné un acteur de la banque pour l'aider à réduire son empreinte numérique, sachant que dans le secteur de la banque, une empreinte numérique, c'est quand même important. On parle de plus de 20% en règle générale. L'objectif qui nous était assigné, c'était d'être capable de décliner des budgets carbone en fait dans les services finalement de la DSI principalement, pour que chaque manager, je dirais, chef de service, chef de département, puisse avoir chaque année à la fois son budget en euros, classiquement, je dirais, t'as tant d'euros, tu les dépenses, tu les gères, tu les manages, mais également son budget carbone, le budget carbone des investissements ou de fonctionnement qui déclenche.
ce qui, pour du coup, la plupart des managers, est une clé supplémentaire, puisque finalement, dans les projets qui venaient à lancer, désormais, c'est une variable qui demandait comme étant un intrant d'analyse en se disant est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. Et pour le coup, je trouve que cet exemple, il est vraiment intéressant. Ça permet d'équiper aussi les personnes, je dirais, qui sont sur le terrain ou qui ont les leviers de décision sur des cycles plutôt courts. Et du coup, je dirais que cette démarche-là s'est inscrite évidemment dans un objectif de réduction, mais qui n'était pas qu'incantatoire, puisque finalement, il pouvait se décliner ensuite au niveau du terrain. Et donc, c'est vrai qu'on a souvent coutume de dire qu'on améliore que ce qu'on mesure. Ça permet, là, pour le coup, de façon très concrète aussi, d'avoir une mesure qui est relativement proche du terrain. Donc moi, si je me permets de résumer, vous parlez de données au niveau opérationnel pour aider la transformation sous cette trajectoire, et puis aussi d'une stratégie et d'une gouvernance face à la donnée. Aux deux niveaux. Absolument. Comment vous connectez les deux ? Absolument. C'est ce sujet de gouvernance et de mise en place, je dirais, de la modélisation de données, gouvernance associée, permet aussi au quotidien de suivre et de récupérer les informations. Parce que typiquement, sur ces sujets-là, c'est assez facile à dire, mais après, il faut être capable quand même de suivre le réaliser. Donc là, vous parlez d'un compresseur, d'une pompe sur une plateforme de forage dans la mer, et il y a un capteur de vibration qui va bientôt faire en sorte que vous allez savoir que la donnée vous dit que la pompe va tomber malade dans 3 semaines. Alors là, pas tout à fait. On va plutôt être sur des serveurs, par exemple. Donc on va... pour déclencher ou non, par exemple, un investissement sur un cloud, des extensions de capacité, etc. Ça, on va être capable d'en mesurer l'empreinte et de savoir, du coup, de décider finalement si on lance cet investissement ou si on lance ce projet ou non, pour le coup. Mais néanmoins, ça nécessite quand même qu'il y ait des règles de gouvernance, comment on est capable de mesurer ça, comment on les monitore aussi dans le temps. Donc ça nécessite aussi tout un tas de règles, je dirais, de remontée, d'agrégation d'informations, de suivi, puisque finalement l'enjeu c'est quand même que le manager qui décide, il ait de la donnée qui soit fraîche et qui soit fiable. Et donc, en quoi est-ce qu'il y a la notion de jumeaux ? Alors, la notion de jumeaux, j'y viens. Mais sur un autre cas, là, pour le coup, on était plus sur un sujet d'utilisation de la donnée, et de mesure. Mais je trouvais que c'était intéressant à préciser, parce qu'au final, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même un peu du mal à faire descendre dans les strates cette dimension de pilotage quand même essentielle à l'action. Concernant le jumeau numérique, j'y viens plutôt dans un autre secteur. Avant d'y aller, alors. Ok. Vous me dites que le jumeau numérique fiabilise et rend plus opérationnel ce qui va pouvoir être fait dans le futur. Donc, avant d'arriver à cela, vous faites ça comment, en fait, l'idée de créer un jumeau numérique, c'est... Alors, et peut-être déjà, avant ça, Philippe, c'est quoi un jumeau numérique, finalement ? Puisque finalement, c'est quand même une notion qui est souvent très utilisée. On met pas toujours la même définition derrière, mais finalement, un jumeau numérique, si on fait simple, c'est être capable... je dirais d'avoir un miroir de la réalité le plus possible d'un point de vue donné. Et c'est vrai qu'assez souvent, quand on pense à jumeaux numériques, on pense aux maquettes 3D, etc., qui sont, et je pense pas que tu diras le contraire, mais qui sont une des facettes de jumeaux numériques et qui dépendent justement de beaucoup de données elles-mêmes, mais on occulte un peu souvent justement cette capacité à avoir tout un ensemble de données et de paramètres qui viennent finalement caractériser une usine, un bâtiment ou autre. Et donc, en effet, on a nous, du coup, Philippe, sur le deuxième exemple, donc on a accompagné un industriel dans le secteur de l'agro. Alors, il se trouve que dans le secteur de l'agro, il y a certaines recettes qui sont relativement complexes à produire. Il y a des mélanges qui sont, quand vous fabriquez un yaourt, qui peuvent être assez instables et donc complexes parce que potentiellement générant pas mal de rebut. On essaye et puis une fois sur 10, finalement, on doit jeter, essayer de revaloriser, mais quand même souvent jeter en partie le contenu de la cuve parce que c'est pas en ligne avec les critères de qualité hyper stricts de l'industriel en question. Et donc, il va falloir qu'on refasse. Mais donc, du coup, ça, c'est une perte. Et pourquoi c'est compliqué ? Parce que ça dépend de tout un ensemble de paramètres qui sont liés au produit, mais pas que. C'est aussi lié à la pression atmosphérique, l'hygrométrie, potentiellement l'opérateur, etc. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Et nous, on est intervenu auprès d'un client pour l'aider, là, pour le coup, à construire un jumeau numérique, c'est-à-dire récupérer toutes les données
qui rentrent en ligne de compte pour optimiser finalement les réglages des machines. Et tout à l'heure, vous avez dit par rapport à ce cas-là, on n'améliore bien que ce que l'on mesure bien. Donc comment le client, dans ce cas-là, vous a aidé à donner les données qui vous permettent de dire nous mesurons bien déjà? Ou vous avez fait appel à Aymeric Moureau? Non, Aymeric, on fera appel pour les prochaines collaborations, parce qu'on se connaissait pas encore, ou trop peu. Non, le client, finalement, on a caractérisé l'ensemble des données. En fait, on savait qu'on avait soit des données liées au process de fabrication, soit au produit lui-même, quelque part. Ça, on le savait. Donc, on a collecté l'ensemble des données qui étaient à notre disposition. Donc, c'était des données de machine, des données de maintenance, des données de gestion, des données liées aux produits, des données liées aux collaborateurs, des données liées aux paramètres de l'usine, des capteurs IoT qui permettent de capter la température, l'hygrométrie, sa variabilité dans le temps. On a mis tout ça et récupéré ces éléments en homogénéisant les données, en les transformant, etc., pour avoir quelque chose d'homogène dans une plateforme de données, de manière ensuite à aider, et là pour le coup on en vient plus à un sujet d'IA, des data scientists à faire émerger justement quels étaient les paramètres optimaux de réglage des machines. Et in fine, ça se traduit comment? Ça se traduit par l'opérateur, on vient lui suggérer quels sont les paramètres de réglage machine optimaux. Et donc en faisant ça, on réduit les rebuts quasiment de moitié. Donc c'est réduction de l'empreinte par finalement une meilleure efficacité, et puis c'est aussi d'une certaine manière aussi une réduction de risque parce que donc réduction du risque, captation des données. Moi j'aimerais vous faire commenter Aymeric, sur l'interopérabilité de toutes ces données. Vous parlez de données qui sont dans un data center, d'autres qui sont sur une pompe, d'autres qui sont... L'interopérabilité de toutes ces données qui sont soit digitales, pas digitales, l'IoT, l'IT, la convergence de ces flux. Comment on fait ça? Et aujourd'hui, comment on utilise le passé pour construire ça pour le futur? Alors, c'est assez vaste comme sujet. Déjà, je rebondis sur ce que Yann, ce que tu as dit tout à l'heure, là, quand tu parlais du double budget euro et carbone, et ça me rappelle, dans les années 2010, il y avait une entreprise qui était assez en avance sur ces sujets-là. C'était l'entreprise Patagonia, donc fondée par Yvon Chouinard, qui avait mis en place pour les notes de frais des collaborateurs un double budget. C'est-à-dire qu'ils avaient un budget en euros et un budget en carbone. Donc, libre à vous, c'était clair, c'est que dans votre business, si vous devez prendre l'avion pour remporter une grosse affaire, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de contrainte à ça. Par contre, tous vos déplacements futurs, vous les ferez en train. Voilà, et je trouvais que ça, c'était intéressant. Voilà, ça me faisait juste penser à ça. Mais je reviens sur les sujets. Donc, tu as évoqué le terme de jumeaux numériques. Chez My Digital Buildings, on fait le distinguo entre double numérique des bâtiments et jumeaux numériques, et je vous explique pourquoi. Pour moi, le double numérique, c'est vraiment la version inerte, c'est-à-dire que c'est la réplique du bâtiment sous forme numérique, donc c'est son enveloppe, c'est sa forme, etc. Pour passer au jumeau numérique, il faut documenter énormément cette réplique, c'est-à-dire qu'au-delà de décrire la forme des murs, qu'il y a des cloisons, qu'il y a des portes, etc., il va falloir dire de quoi sont composés les murs. Si je veux faire une simulation thermique, des murs en papier ou des murs extrêmement bien isolés, c'est pas du tout la même chose. Et le jumeau numérique, c'est effectivement un modèle mathématique, numérique, qui va réagir comme la réalité. Et à partir de là, on peut faire des simulations, on peut faire de la prédiction, en fait, on peut faire beaucoup de choses. Et ce qu'on se rend compte, c'est que la donnée, globalement, dans tous les process, que ce soit un process industriel ou la gestion intelligente d'un bâtiment, repose sur le fait que, 1, cette donnée existe, et 2, je puisse l'utiliser. Et c'est là où intervient ce que dit Philippe. Effectivement, l'interopérabilité est quelque chose d'assez clé, sachant que ces domaines-là, in fine, sont quand même assez récents. Si on prend l'histoire des techniques, l'histoire du jumeau numérique, alors c'était déjà utilisé dans les années 70, puis ça a été vraiment caractérisé dans les années 2000, et à partir de, je crois, 2000, 2005, 2010, on a eu vraiment le terme de digital twin en anglais qui a été utilisé, beaucoup par la NASA, beaucoup par ces sociétés-là, et puis maintenant ça s'est réellement démocratisé, mais pour autant, chaque domaine d'activité a ses propres jumeaux numériques, et souvent, ces domaines-là ne sont pas interopérables. Donc, et donc, qu'est-ce que vous faites chez My Digital Buildings pour mettre ça? Alors nous, on reste une petite société, mais on a quand même des idées, donc on avance sur ce sujet. Il y a 2 sujets sur lesquels on aide nos clients. Le premier, c'est rendre cette donnée accessible et utilisable par différentes solutions, donc c'est l'interopérabilité.
Et 2, c'est centraliser cette donnée des bâtiments, parce que qui n'a pas été confronté au cas, alors si vous êtes en lien direct avec le bâtiment, certainement, d'autres, en tout cas, ça va vous évoquer quelque chose. Ok, on veut gérer ce bâtiment, où sont les plans? Ou aujourd'hui, on va parler, où est la maquette? Voilà. Les maquettes. Ah oui, mais il y a bien quelqu'un qui avait fait des plans, il y a bien un cabinet d'archi, etc. Ah oui, mais on a des plans papier. Bah, mais je peux rien en faire. Ah, mais je ne sais pas de quand ils datent, je ne sais pas s'ils sont fiables par rapport à l'existant, en tout cas. Et donc, on a une vraie problématique autour de ces données-là, c'est d'être capable de les catégoriser et de leur donner une information sur leur fiabilité, en tout cas. Et derrière, rendre ces données disponibles dans les différents process ou dans les différentes solutions logicielles qui permettent de faire de la simulation, de l'optimisation, etc. Et je vais me permettre de rebondir là-dessus parce que j'ai interviewé un de vos clients il y a 6 mois et qui parlait de ce sujet-là, la capacité à utiliser l'information captée par My Digital Building dans différents départements de chez eux. Et c'est une chaîne d'hôtels européenne qui est un de vos clients et qui rachète des hôtels et puis qui les transforme. Et elle m'a expliqué que dans une chaîne d'hôtels, il y avait un département recherche et développement et un département aussi demande de transformation, permis de conduire auprès de la préfecture et autres. Et que les deux départements ne se connaissaient pas tout à fait, mais que vous, votre plateforme, votre façon de travailler et la captation pouvaient être utilisées différemment. Opérationnellement, donnez-nous l'exemple. Oui, donc le client, on peut le citer, c'est Hotel BNB qui aujourd'hui a une forte croissance et qui rachète beaucoup de bâtiments à ses concurrents. Et quand il rachète un hôtel, en fait, il faut le rebrander avec les critères de la marque. Et donc, première chose qui se passe, c'est qu'il y a une phase travaux, et cette phase travaux, elle doit toucher un certain nombre d'éléments. Donc, nous, on produit de la donnée spatiale. Donc, dans le cas d'Hotel BNB, sont des plans. Alors, des plans et des élévations, c'est aussi bien des plans de façade que des plans de chaque niveau. Et en fait, pour pouvoir... en plus, nous, systématiquement, parce qu'on sait que ça a de la valeur, nos clients, au début, n'ont pas forcément la connaissance, mais à partir du moment où on leur met entre les mains, ils disent « Ah oui, c'est quand même très pratique », parce qu'un plan, ça reste une interprétation avec un certain nombre de normes d'une réalité, et on leur ajoute systématiquement, quand on livre les plans ou les maquettes, la visite virtuelle à grande échelle, le fameux Google Street View de l'intérieur du bâtiment. Alors, beaucoup pensent au début, et à tort, que c'est un gadget. Et en fait, beaucoup se rendent compte qu'en fait, c'est très complémentaire à la donnée plan, qui, au final, est très précise et très utile dans un certain nombre de cas, mais qui est assez pauvre en données, notamment en données photoréalistes. C'est-à-dire que si vous prenez un plan et que vous cherchez à vous situer, soit vous avez fait la démarche du parcours et vous savez où vous êtes, soit effectivement, si vous avez une visite virtuelle ou quelque chose qui est beaucoup plus photoréaliste, vous y êtes beaucoup plus sensible et vous vous localisez plus facilement. Et donc, en mettant dans les mains de nos clients des données qui sont typiquement des données classiques demandées par les différents corps de métier comme les plans ou les maquettes, mais en plus de la visite virtuelle à grande échelle, on se retrouve à toucher des personnes dans une organisation bien plus largement que simplement les personnes liées à la maintenance ou liées aux travaux. On a des gens des RH qui utilisent les doubles numériques des bâtiments pour faire de l'accueil de nouveaux arrivants sur plusieurs sites en leur présentant les sites de l'organisation, c'est sur ceci. Il y a des acheteurs qui utilisent aussi ces fameuses visites virtuelles. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent se faire livrer une palette au pied d'un bâtiment et ils se posent la question de savoir si cette palette passe la porte. Dans notre environnement, en fait, on peut prendre une cote directement sur une photo. Donc la largeur de la porte, c'est 1m60. Ma palette fait 1m20. C'est bon, je peux la faire poser là et ça marche. Donc en fait, cette donnée-là, aujourd'hui, elle est massivement sous-utilisée, largement. Et notre enjeu chez nous, c'est de la rendre disponible et qu'elle puisse être utilisée largement. Et pourquoi on travaille sur la décarbonation ? Je vais citer 2 exemples. Le premier, c'est que la donnée qu'on produit est massive, lourde. Et vous avez compris qu'aujourd'hui, si elle n'était pas centralisée, elle était faite, refaite, re-refaite, et souvent stockée et restockée, parce qu'on ne sait pas où aller la chercher. Il n'y a pas un pot commun, entre guillemets, pour pouvoir l'archiver. Donc il y a beaucoup de doublons dans le stockage. Et donc ça, c'est un premier axe sur lequel on travaille. Et deuxièmement, je parlais de la réhabilitation énergétique notamment. Et on a pas mal soit des labos de recherche, soit des industriels. Il y a beaucoup d'effervescence autour de l'isolation thermique des bâtiments parce que c'est un enjeu important. Et il y a des solutions qui, à partir du moment où on connaît bien le bâtiment, c'est-à-dire qu'on l'a digitalisé, on peut presque préconcevoir l'isolation thermique par l'extérieur en usine et arriver sur site et la plaquer sur le bâtiment et ça se fera beaucoup plus vite. Et donc, il y a des gains d'échelle. Merci Émeric. Donc du coup, chaque fois que vous irez dans un hôtel BNB, vous ne verrez plus les chambres de la même façon parce que vous regarderez s'il n'y a pas un marquage My Digital Building à un endroit, ce qui voudrait dire qu'il a été redéployé et reconstruit.
potentiellement. été relevé. Voilà. Et ça m'amène à un sujet que, Shakir, vous pouvez commenter, ce besoin de plateforme, de placer à un endroit et avec un multi-usage. Comment vous le considérez, comment vous le travaillez chez Ocotech? Très bonne question. En fait, on part du principe qu'on a développé une plateforme qui s'appelle Engineering Base. Et cette plateforme, en fait, elle a pour objectif d'être unique. Et vous allez prendre toute votre data legacy technique et pouvoir la consolider dans une seule et même base de données. Et puis, bien entendu, la partager entre les différents services. Typiquement, aujourd'hui, quand on est... je prends un exemple un de nos plus gros clients en France, qui est pas très loin, qui est à Villeurbanne, General Electric. Aujourd'hui, quand on veut développer l'ingénierie de tout, on va dire de tous les composants de la power transmission, par exemple, eh ben, ce que l'on a réussi à faire, ça a été de pouvoir consolider cette information au sein d'une seule et même base de données. Et le fait de pouvoir faire ça a permis aujourd'hui de faire travailler plus de 500 ingénieurs dans différentes business units dans plus de 40 pays. Et en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on rend cette data intelligible et surtout, on fait un gros travail sur... aujourd'hui, ça nous a pris entre 6 à 8 mois, hein, quand même, de manière très concrète, pour créer des vrais modèles de données qui s'accordent au cas d'usage de cet équipementier, de cette EPC. Quand vous parlez de modèles de données, c'est là où vous allez faire intervenir l'IA. Est-ce que l'IA est dans le centre de cette plateforme, dans le cloud ou au edge? Comment vous s'est intégré aujourd'hui? Alors aujourd'hui, si on veut parler IA chez Ocotech, on a développé un module qui s'appelle IA Advisor, où en fait, tout à l'heure, ce que disait Amérique, c'est qu'il faut récupérer des plans pour pouvoir les numériser. Donc ce que l'on fait aujourd'hui, d'un point de vue IA, c'est de pouvoir rendre cette information, ce document, intelligent pour le retransférer dans ce référentiel unique de données. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on est aujourd'hui en mesure de pousser chez l'ensemble de nos clients. Et on a même un grand transporteur allemand qui, lui, nous a clairement dit que c'est qu'on a des sous-stations qui ne sont pas digitales, malheureusement, dans le réseau électrique. Et c'est des stations qui datent de 50 à 60 ans. Et donc, en fait, ce que l'on a réussi à faire, c'est de pouvoir modéliser toute la data, tous les schémas, et bien entendu, de le réinjecter dans une base d'ingénierie, Engineering Base. Donc, ce que j'ai en souvenir, c'est que vous insistez beaucoup sur le besoin d'avoir une gouvernance, une multistrate et une interopérabilité, comme Émeric l'exprimait, entre ces différentes choses, mais de manière centralisée. Moi, Tout à fait. Merci. Donc, vous avez vu que j'ai essayé de balayer l'ensemble des points de vue sans avoir émis mon avis. Je voudrais maintenant vous passer la parole et vous permettre de poser n'importe quelle question, mais en donnant la question à une personne, eh bien, de poser une question pour qu'il puisse avoir un échange entre vous. Il nous reste 8 ou 9 minutes pour faire cela et je ferai une conclusion en 14 secondes. Une question, Céline. Question. Surtout, jetez-vous. Even in English. Oui, monsieur. Vous vous posez une question. J'ai une question pour Cédric sur le CEA, sur les modèles de jumeaux numériques qui sont développés. Est-ce qu'il y a différents modèles, est-ce qu'il y a différentes façons de les concevoir en fait, au niveau de la recherche et R&D du CEA? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que le terme, comme disait tout à l'heure Yann, jumeau numérique, c'est très large. Et c'est vrai qu'en gros, on peut avoir deux aspects, comme je disais tout à l'heure, déjà sur l'aspect jumeau numérique peut-être de conception, ou des jumeaux numériques derrière de pilotage. Et c'est vrai que nous, le terme jumeau numérique, derrière, on peut mettre plusieurs choses. Et nous, on va les utiliser tant à certains moments pour faire de la simulation qu'on appelle physique, 0D, 1D derrière, pour pouvoir reproduire derrière le comportement de chaque composant, l'assemblage, et avoir derrière un comportement dynamique de ça. Et pour avoir ces modèles de composants, derrière, il faut qu'en gros, on les ait calibrés. Et le calibrage, on le fait sur de la donnée. Et donc là, on va utiliser, en fonction de la physique qu'on cherche à représenter, est-ce que c'est de la physique électrique, de la mécanique, de la thermique, et on va utiliser différentes plateformes pour faire ça.
Et après, sinon, dans certains cas, on va pouvoir aussi utiliser des fois des jumeaux numériques plutôt pour de l'optimisation. Et là, on va chercher à représenter d'un point de vue mathématique plus simplifié derrière, pour derrière avoir ces représentations mathématiques qui ont des systèmes de résolution mathématique qui sont fiables et rapides pour gérer des systèmes complexes. Et donc voilà, ça c'est une autre approche qu'on peut appeler plutôt sur des jumeaux numériques pour de l'optimisation. Et en fonction vraiment, je dirais, du besoin, on adapte finalement le niveau de modélisation et de jumeaux numériques qu'on a besoin. Merci. Bruno de Billfinger. Oui, j'aurais une question, s'il vous plaît. Alors, je dirais peut-être pour Shakir, mais je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas le bon interlocuteur. Sur toute la quantité de data qu'on a autour des jumeaux numériques, si on prend l'exemple d'un bâtiment complet, par exemple, si on a énormément, on vient parfois à mettre à genoux les systèmes de CAO, des choses comme ça, tellement qu'il y en a à gérer en même temps. Est-ce qu'on a déjà des solutions sans dire de filtrage, mais peut-être de priorisation de la donnée qui permet de dire que on va précharger l'environnement dans lequel je travaille au plus près et par l'intégralité de tout le bâtiment, et que ça peut suivre, le préchargement peut suivre au fur et à mesure que je me déplace dans l'avancée du travail dans le bâtiment. Alors, aujourd'hui, ce que l'on propose, on va dire typiquement par rapport à cette technologie, vous avez la possibilité, surtout pour parler de ma paroisse, Engineering Base, le rendement 1D, 2D, ce sont des choses qui se font en natif et qui ne sont pas très gourmands en termes d'IO, donc du coup c'est facile à gérer au sein d'une plateforme comme Engineering Base. Maintenant, ce que l'on a fait chez Ocotech, ça a été de développer avec Revit par exemple, dans le domaine du BIM. Nous on part du principe qu'on n'est pas là pour réinventer l'eau chaude, au contraire pour la mettre en valeur. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que vous avez un jeu de données qui se fait entre l'interface Revit et la plateforme Engineering Base, parce que pour nous, l'objectif, c'est d'avoir une data unique, une source unique de données. Et donc, c'est ce que l'on propose aujourd'hui. Et pour nous, on part du principe que l'intégration pour avoir des jumeaux numériques aboutis et fiables doit être complémentaire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas... pour nous, clairement, quand on voit la majorité des projets, je prends un exemple dans la partie réseau énergétique, on se doit d'avoir toute cette information, toute cette data structurée dans des bases de données objets avec des librairies, de la documentation technique. On fait tout cela. C'est un gros travail de fourmi. Et l'avantage, c'est que chaque département pourra purger dans cette base et sortir ce dont ils ont besoin pour réaliser ce projet. Et donc, c'est ce que l'on fait aujourd'hui. On a vraiment une maquette jumeau numérique, on va dire hybride. Hybride. Ce qui veut dire, dans ce cas-là hybride, dans le sens où pas tout est effectivement mis en priorité dans la plateforme et qu'on puisse avoir une bonne interopérabilité et une bonne interconnexion et intégration. Voilà ce qu'on propose. Avec des règles de gouvernance. Monsieur ? Tout à fait. J'ai une petite question à vous poser. Quelle est la durée de vie des data, et notamment la durée de vie d'un jumeau numérique, puisqu'un système, un bâtiment, vous l'avez relevé tout à l'heure, c'est un système vivant, sans être obligé de refaire passer l'être humain en permanence. Ouais. Merci de cette question. Alors c'est clé, et en plus, ce qu'on évoque chez nous, et c'est un axe important, donc effectivement les cycles de vie du bâtiment sont quand même importants. C'est 30 à 50 ans sur la phase d'exploitation, c'est 18 mois, on va dire, sur la phase d'exécution-construction, et puis c'est entre 6 et 12 mois sur la phase de déconstruction, parce que c'est aussi une phase de vie du bâtiment. Et cette donnée, c'est tout l'enjeu en fait, de la caractériser, savoir quel est son niveau de fiabilité, ce qu'on disait, et puis ça va dépendre de ce qu'on traite comme sujet. C'est-à-dire qu'il y a des éléments à l'intérieur du bâtiment qui évoluent beaucoup plus vite. Si c'est une chaîne de production, par exemple, et qu'on change de batch tous les 15 jours, globalement, la chaîne de production peut s'adapter. Maintenant, si c'est la structure même du bâtiment au niveau global, ça, il y a peu de chances que ça évolue avec la même rapidité. Donc, l'enjeu, ça va être de caractériser toutes ces données et de leur donner un espèce de potentiel en se disant ça c'est plutôt du long terme, ça c'est plutôt du court terme, et si c'est du court terme, il faudra s'interroger sur la fiabilité avant de l'utiliser. Mais vous savez, on cloisonne, on décloisonne très rapidement, ça modifie les flux d'air, les flux thermiques, ça modifie tout.
bien sûr. Il n'y a pas forcément de coordination. Donc le jumeau numérique, est-ce que c'est valable à l'instant T, c'est-à-dire la livraison du bâtiment, et après... Tout dépend de ce qu'on veut faire. Je veux dire, ça dépend de la granularité de ce qu'on veut tester, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si c'est le piloter dans sa grande masse, je veux dire, un jumeau numérique même un peu obsolète de quelques mois ou quelques années, ça ira bien. Maintenant, si c'est faire une simulation, notamment sur des échanges de flux d'air, d'éléments pathogènes entre deux chambres d'hôpital, etc., qui ont été recloisonnés, il faut repartir de la version la plus à jour si on veut avoir quelque chose qui soit réaliste. Merci. Et ça m'amène à la conclusion que je voulais faire. S'il n'y a pas une dernière question, monsieur ? Donc là, nous, on va le faire à différentes échelles. Effectivement, on peut le faire à l'échelle uniquement d'un composant, d'un assemblage de composants pour un site industriel ou également, pour une industrie. Et après, ça peut être pour un site industriel où il y a plusieurs industries et il peut y avoir de l'échange entre sites. Donc là, on a pu travailler effectivement récemment aussi sur le port de Fos-sur-Mer où il y a plusieurs industries qui sont installées. Et donc du coup, avec des échanges d'énergie, comment on peut récupérer finalement une chaleur fatale ou un rejet d'une industrie peut servir à une autre, comment mutualiser certains systèmes de production énergétique en fonction des besoins de différents industriels. Et donc dans ce cas, on peut travailler à une échelle un petit peu plus grande. Merci. Alors, en 14 secondes, je pense que vous êtes tous d'accord sur le fait que la décarbonation est un enjeu massif et pressant. Personnellement, je vous parlais de mes jumeaux non numériques qui me mettent cette pression sur le fait que le changement, c'est maintenant. Personnellement aussi, en tant que salarié d'un grand groupe américain qui travaille dans la technologie de la data et de l'IA, qui a dit à Davos en 2017 que data is the new oil, la donnée est le nouvel or, eh bien, je pense que vous êtes tous convaincus par ces témoignages que, 1, la transformation digitale, it's a journey, c'est un chemin, que 2, le cloud, c'est un chemin également. Je vais prendre un exemple. Le stade de Lyon, ici, a 2 data centers. Ils ont signé un contrat avec une société américaine qui s'appelle Hewlett Packard Enterprise pour aider à décarboner leurs opérations de 20% année après année. Personne ne le sait, on est tous lyonnais ou pas, mais le Groupama Stadium, c'est ça. Et donc, ça leur permet de faire de manière opérationnelle une décarbonation par la donnée et l'opérationnalisation de leur processus. Et bien maintenant, j'espère que par ces témoignages, vous êtes également convaincus que lorsque vos enfants non numériques vous poseront la question « Papa, tu fais quoi ? Maman, tu fais quoi ?» Eh bien que la transformation et la décarbonation, c'est aussi un chemin et que c'est maintenant ce changement, même si on le verra beaucoup plus progressivement dans le temps. Merci à vous.